Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous présidez le groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau, vous êtes vous-même sénateur. Bruno Retailleau, nous allons parler de la PMA, nous allons parler des sujets d'actualité, mais je voudrais commencer par la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'immigration. On ne peut pas accueillir tout le monde. Vous serez d'accord avec lui? Oui. Ou pas? Oui. Oui? Oui. Bon. Bah vous êtes content alors de ces propos du président de la République? Non, mais je crois que je me méfie des propos d'Emmanuel Macron parce que au bout d'un peu plus de 2 ans de pouvoir, on commence à mieux le connaître et je pense que là où il est le plus fort, c'est en communication. Il y a 1 an, nous l'avons rejeté au Sénat, mais a été promulguée la loi d'Emmanuel Macron sur l'asile, l'immigration. Il y a juste 1 an. Et nous l'avions prévenu que cette loi donnerait rien. Et d'ailleurs, il a reconnu lui-même, à la conférence des ambassadeurs, que la France était désormais le premier pays d'Europe pour le rebond, pour les déboutés du droit d'asile, qui convergent en France. Donc sa loi ne marche pas. Oui, enfin, donc qu'est-ce que... Oui. Moi je demande, je vais vous dire, la politique c'est des résultats quand même. Oui. On demande à un président de la République, non pas de faire des lois pour rien, non pas, de commenter ses propres échecs, mais de décider. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est, comme il le dit lui-même, parfois de la pipe, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il va et qu'il est décidé à faire? Apparemment, des mesures sont en préparation. Réduction des conditions du regroupement familial. Qu'est-ce qu'il y a encore? Durcissement de l'attribution des aides sociales. Augmentation. Je vais vous prendre un exemple. Des places de rétention. Nous verrons. Regroupement familial. Oui. Il y a 1 an dans sa loi, on lui avait dit, écoutez, on va aligner les conditions de regroupement familial sur l'Europe. Et il avait dit non. Et pire, il avait même élargi les conditions pour les mineurs réfugiés aux frères et sœurs, ce qui n'existait pas avant. Il avait élargi le regroupement familial. Donc, qui faut-il croire? Emmanuel Macron, quand il présente une loi qui est votée par sa propre majorité, ou Emmanuel Macron qui constate aujourd'hui un échec? J'ai emmené avec moi un petit document qui est très intéressant, que chaque élu parlementaire devrait lire. Il est de Didier Lesky. Didier Lesky, c'est le patron de l'Office français de l'immigration. Il vient plutôt de la gauche. Eh bien, c'est accablant. C'est dit avec beaucoup de justesse, je prends juste une phrase. La France est désormais un des rares pays où la réunification familiale peut se faire pour les réfugiés comme pour les bénéficiaires de la protection sociale. Donc il faut changer cela. Et pour les étrangers malades, idem. Il faut changer ça. Bien sûr, il faut le changer. Bon, bien vous faites des propositions d'ailleurs. Vous faites des propositions, je ne sais pas moi, des objectifs annuels fixés par le Parlement pour l'immigration économique, évidemment. Bien sûr. Par métier. Par métier. Parce que je pense que le grand problème en France, Marcel Gauchet le dit beaucoup mieux que moi, c'est que l'immigration est un sujet, c'est sans doute un des sujets qui a transformé le plus profondément la société et qui a été pour autant tenu à l'écart de la délibération du peuple ou de leurs élus. Et je pense que c'est au Parlement de voter et non pas à la rue, au café du commerce, d'émettre un certain nombre d'idées. Moi, je suis pour que chaque année, le Parlement vote des plafonds d'immigration par métier. Oui, le problème, c'est que depuis 30 ans, beaucoup de majorités se sont succédées avec des intentions. Je me souviens de Nicolas Sarkozy. Finalement, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy se ressemblent beaucoup, non? Non. Bon. Et finalement, peu d'effets derrière, peu d'actes. Mais parce qu'on n'a pas eu le courage. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le courage, absolument. La droite comme la gauche. Et moi, je le dis. Voilà. Oui. Je vois. Je veux pas porter tous les péchés du monde. Non, mais j'ai fait partie d'aucun gouvernement. Je ne me sens lié par personne, et je pense que souvent c'est vrai, notre passé a été un passif. C'est ce que nous reprochent nos propres électeurs aujourd'hui qui se détournent de nous. Moi j'ai des propositions à faire sur le vote du Parlement, j'ai des propositions à faire en matière de frontières. Vous voulez augmenter le budget Frontex Bien sûr, les frontières... rétablir des frontières nationales, mais comment rétablir des frontières nationales? Mais Jean-Jacques Bourdin, c'est le cas. Schengen prévoit, et ça a été rétabli à la suite notamment de novembre et des grands attentats. J'allais vous dire, c'est rétabli. Schengen, bien sûr. Eh bien, faux. Oui, mais sauf que c'est aujourd'hui une situation particulière. On a besoin de 3 frontières. Une frontière très avancée avec des hotspots sur les pays d'origine. Une frontière avec Schengen, les gardes frontières. Je vais même au-delà. Je pense qu'on aurait dû prolonger l'opération Sophia de l'Union européenne qui consistait à détruire les moyens des passeurs. Je pense qu'il y a des actions militaires à mener contre les nouveaux esclavagistes. On le peut. Il faudrait pour cela passer à l'UNU en une résolution et on doit
modifier totalement notre législation sur le regroupement familial, sur l'aide médicale d'État. J'ai fait des propositions et au Sénat, tous les ans, nous votons l'AMU. Vous voulez transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence pour les maladies contagieuses, les maladies infectieuses. Mais on ne peut pas ouvrir à toute la misère du monde le droit aux soins. Bien sûr, il n'est pas question de laisser mourir des étrangers. C'est pas ce qui coûte le plus cher, 1 milliard d'euros. Hein. Non, mais il n'y a pas, Jean-Jacques Bourdin, il n'y a pas une solution. Il y a une dizaine de solutions. Mais il faut du courage, c'est tout. Avec le courage d'appliquer les lois aussi qui existent, parce qu'on a des lois qui existent, qui sont détournées. Regardez par exemple sur les visas pour les soins. Il suffit désormais de montrer que, même si le soin existe dans le pays d'origine, qu'on a des difficultés d'accès pour y avoir droit en France. C'est pratiquement le seul pays européen qui agit de cette façon-là. Bien. Merci Bruno Retailleau de réagir sur ce sujet, de parler de pragmatisme finalement du président de la République, même si vous ne croyez pas au discours, au fond du discours. Mais je jugerai au résultat. Pragmatisme aussi sur l'aide à l'emploi à domicile des seniors. Oui. Vous avez vu que le gouvernement a reculé. Très bien. Très bien. Bien sûr. C'est une bonne idée. Non, ce qui n'était pas une bonne idée. Non, la mauvaise idée, parce qu'avant la bonne idée de recul, le couac, c'est ce qui a généré le couac. Et là, il y a quand même une logique, vous voyez. Cette logique, elle a consisté à désindexer les retraites d'abord. Elle a consisté à frapper avec la CSG les retraités. Et désormais, c'était notamment ces aides au domicile, alors que le vieillissement est important. Ce que je constate quand même, c'est que les aînés sont pas des privilégiés. C'était l'exonération sociale qui était supprimée. Bien sûr, mais voilà, vous avez 3 exemples. Et ce qui est troublant chez Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un détricotage du lien social par le haut, c'est-à-dire la mise en fragilité de nos aînés, mais aussi par le bas, notamment les descendants, la politique familiale, personne n'en parle. Personne n'en parle. On va traiter du sujet des retraites. On a un système par répartition. Les actifs payent pour les retraités. Si on a un effondrement de la natalité, de la politique familiale, qui soutient la natalité, il y aura un problème demain pour le régime. Il y aura un problème. De toute manière, j'y reviendrai tout à l'heure, la réforme des retraites, mais il y aura un problème. Alors, je voudrais vous parler du climat. Comment osez-vous, Bruno Retailleau? Vous avez entendu Greta Thunberg? Vous êtes dirigeant. Comment osez-vous? Vous avez regardé? Vous l'avez regardé? Bien sûr, j'ai regardé. Qu'avez-vous ressenti? Je me suis posé une question. Oui. Quelle est la machine qui se cache derrière? De qui pourrait être... Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait une machine derrière? Vous croyez, Jean-Jacques Bourdin, franchement, vous n'êtes pas naïf. Des mots simples, elle a vous près de 17 ans. Oui. Vous n'êtes pas naïf. Vous pensez qu'elle se retrouve à l'ONU toute seule, sans aucun soutien? Non, mais je pense qu'elle porte. Je vais vous dire, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'elle porte un mouvement, elle porte une interrogation, elle porte une angoisse. Je ne la mets pas en cause. Mais une angoisse d'une génération elle met en accusation, qui n'est pas la nôtre. Laissez-moi parler, merci. Allez-y. Elle met en accusation des pays qui sont les moins coupables. La France, 1% de rejet de gaz à effet de serre. Met-elle en accusation la Chine, pratiquement 30%, 28%. Met-elle en accusation les États-Unis? Parce que la Chine n'a pas signé les traités sur les droits de l'enfant. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que les Français y comprennent de ce point de vue-là? Quelle solution propose-t-elle? Vous dites, mais vous êtes dirigeant. Ben moi, je vous réponds. J'ai vécu, moi, en Vendée, Erika, la catastrophe, il y a très exactement 20 ans. Vous savez, la marée noire. C'est moi qui ai fait inscrire dans le Code civil français, pour la première fois, la notion juridique de préjudice écologique. Pour que les payeurs puissent payer vraiment quand ils sont pollueurs. Le préjudice, mais avant le préjudice, il faut prévenir. Bien sûr, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais quelle solution? Alors moi, j'ai une question à vous poser. Mais quelle solution? Est-ce que vous l'avez entendu proposer une solution? Moi, je suis contre cet écologisme catastrophique. Sans doute joue-t-il un rôle à travers l'émotion pour un éveil. Mais il faut des solutions. Il faut quitter le yaka faucon. Alors vous allez nous donner vos solutions, parce que si elle en fait trop, n'est-ce pas parce que les dirigeants n'en font pas assez? Bien sûr. Bien sûr. Je fais des propositions. Je veux bien qu'on fais des propositions. Puisse être gêné par ses propos, par son attitude, son comportement, mais elle a raison sur le fond. Les dirigeants n'en font pas assez. Alors, quelle proposition faites-vous? Je fais par exemple 2 propositions. Je pense qu'il faut que l'Europe puisse construire une protection douanière pour des produits qui sont des produits qui ont une empreinte carbone ou qui intègrent des normes qui sont plus basses que nos propres normes standards en protection de l'environnement. Et ce fonds... C'est insuffisant, non? Mais non, on le mettrait dans un fonds vert.
Ça alimenterait un fonds vert. Avec ce fonds vert, je propose, puisque les taux d'intérêt sont quasiment nuls, je propose qu'on fasse un énorme emprunt de plusieurs centaines de milliards pour que on investisse dans la recherche. Moi, je ne crois pas. Ne faisons pas de l'écologie une forme de nouvelle religion. Essayons de travailler avec la science, avec la raison. La deuxième chose, abandonnons les traités type Mercosur ou CETA qui détruisent encore une fois, un certain nombre d'environnements. Je fais d'autres propositions. On abandonne le Mercosur ? Bien sûr. Est-ce qu'on interdit l'importation du soja brésilien ? Eh bien, écoutez... Oui ou non ? Est-ce qu'il faut interdire l'importation du soja brésilien ? Pour l'instant, le soja brésilien contribue à la déforestation de l'Amazonie. Bien sûr. Alors oui ou non ? Oui ou non ? Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas étudié ce sujet. Non, mais attendez. Je ne réponds jamais par un oui ou par un non quand j'ai pas étudié à fond un dossier. Simplement, ce que j'ai étudié, c'est le CETA ou le Mercosur qui consiste à détruire en important des produits qui, par exemple, le Mercosur. Au Brésil, on utilise 74% des molécules de pesticides notamment qui sont interdites en France et en Europe. On ne peut pas amener ces produits en France. Pour moi, c'est une évidence. Est-ce qu'il faut cesser de subventionner l'industrie des énergies fossiles ? Je pose la question. Oui ou non ? Je pense que oui. Je pense qu'il faut progressivement avoir un mix énergétique. Moi, je suis pour le nucléaire, autour de 50%. Regardez le GIEC. Même si j'ai vu les chiffres là, à propos le du GIEC, le GIEC, bien sûr, mais le GIEC, dans tous les scénarios du GIEC, il recommande cette énergie qui est une énergie décarbonée. Et il faut bien sûr avoir un mix énergétique à partir du photovoltaïque, de l'éolien et aussi, bien sûr, de la biomasse. En Vendée, nous, on a développé du GNV, c'est-à-dire un gaz liquéfié qui permet à des cars scolaires de rouler proprement à partir de la biomasse. Ça, c'est des solutions concrètes. Je vois que Total annonce vouloir augmenter les dividendes pour ses actionnaires, hein, au passage. Mais bon, dites-moi, si nous parlions de la PMA... Eh bien, parlons-en. Alors, la PMA, j'ai pas vu grand monde à l'Assemblée nationale hier pour les premiers débats. Nous allons voir ce que ça va donner. Hein. Cette PMA, ouverte à toutes les femmes, vous êtes contre ? Vous l'avez dit. J'y suis défavorable. Vous y êtes défavorable. Et vous voyez, j'y suis défavorable contre. Pour une raison. Je voterai contre. On était en train de parler de l'environnement. Oui, l'homme a joué aux apprentis sorciers avec la nature. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas qu'on joue non plus l'apprenti sorcier avec la nature humaine. Je pense que tant qu'on ne m'aura pas montré définitivement que pour se construire un enfant n'a pas besoin de l'image du père, tant qu'on ne m'aura pas dit que le père compte pour rien finalement, qu'on peut l'effacer, eh bien je pense qu'il faut appliquer le principe de précaution. On applique le principe de précaution, on s'en gargarise souvent pour la nature. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas justement sur la nature humaine ? Je comprends moi les souffrances, je comprends le désir d'enfant, mais il ne peut pas y avoir un droit à l'enfant. Il y a d'abord le droit de l'enfant. Vous irez manifester le 6 ? Non, je n'irai pas manifester. Pourquoi ? Parce que je pense que, contrairement au mariage pour tous, où j'avais manifesté, je pense que sur ce sujet-là, on a une sorte de convergence de gens qui sont de droite et de gauche. Sylviane Alganowski, elle vient de la gauche. José Bové, de la gauche. Natacha Polony, plutôt de gauche, etc., etc. Et je pense qu'il ne faut pas politiser, parce que ce sera, je pense, pour les manifestations, j'encourage ceux qui veulent manifester à y aller. Vous encouragez, mais vous n'irez pas, quoi. Absolument, parce que je pense que j'ai d'autres moyens de m'exprimer. Je le fais aujourd'hui à votre micro. Je le ferai au Sénat. Mais je pense que si demain, c'est la droite qui manifeste, ça sera tellement facile de caricaturer. Vous le savez bien. Et je pense que c'est des sujets qui sont tellement graves. Caricature. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais je voudrais me souvenir. Je voudrais me souvenir, Bruno Retailleau, du Pax. Je me souviens de la droite qui était à fond contre le Pax. Je voudrais même pas relire tout ce que la droite a dit à l'époque, lorsqu'on a mis en place le Pax. Le mariage pour tous. On a parlé de quoi ? De clonage, de risque de décadence. Mais finalement, on vit avec, et très bien. Mais finalement, qu'est-ce qui avait été dénoncé ? Bruno Retailleau. Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qui avait été dénoncé ? Vous êtes en retard. C'est que le Pax menait au mariage, le mariage menait à la PMA. Vous m'auriez reçu au moment du mariage, mais il n'est pas question de faire de la PMA, Bruno Retailleau. Vous rêvez. La PMA n'est pas dans le texte. On est à la PMA pour toutes, y compris pour des femmes seules. Et sans doute, peut-être même, sur du post-mortem. Et là, on va directement sur la GPA. Vous savez qu'aujourd'hui, on a légalisé en France les effets, les conséquences juridiques d'une PMA frauduleuse qu'on fait à l'étranger.
Oui. Vous savez Mais que la recourir GPA, à une mère gouvernement porteuse, est catégorique et vous dit, non, il n'y aura pas de GPA autorisé en France. Mais regardez, faux qu'est-ce ou qu'a pas dit M. Touraine hier? Qu'est-ce qu'il a dit? Le rapporteur M. Touraine, il a dit, écoutez, la GPA éthique, Sylvia Gazinski traite cela en disant que c'est une plaisanterie de mauvais goût de parler de la GTA éthique. Il dit avançons pas à pas. Donc on avance pas à pas. La meilleure preuve, c'est la Cour de cassation, c'est la Cour d'appel de Paris qui ont légalisé les conséquences de GPA à l'étranger. Donc aujourd'hui, je le dis aux Français. Non, mais je le dis aux pas Français. de GPA, on parle de PMA. Mais je vous dis que la PMA, parce que au nom de quoi vous allez autoriser des couples de femmes à avoir un enfant et que vous interdiriez aux couples d'hommes d'avoir un enfant, puisque le ressort de tout ça, c'est l'égalité. D'ailleurs, des sénateurs LR sont favorables à la GPA. Mais bien sûr, parce que très peu. Comme le président de la commission des affaires sociales du Sénat, par exemple, on a 145. qui est médecin. Oui, mais on a 145. Parce que ça questionne des consciences individuelles. Évidemment qu'on n'est pas monolithique. Et c'est tant mieux. On n'est pas une caserne. Moi, à qui appartient son corps? À qui appartient son corps? Oui. À Dieu soi-même, ou à soi-même? À soi-même. Parce que c'est le fond de la question. Eh bien, justement. Eh bien, c'est là où, vous voyez, on a une grande différence. Je pense que là où je m'oppose à la PMA, parce que je pense qu'elle va conduire à la GPA, je pense que même une femme consentante qui accepte de porter un enfant, qui va donner son enfant, au-delà du lien qui s'est créé pendant la gestation. Cette femme, même si, parce que d'habitude, il y a toujours de l'argent, c'est une marchandisation, Jean-Jacques Bourdin. C'est les hommes riches de nos pays qui paieront le ventre. Oui, mais là, je parle de la PMA et pas de la GPA. Mais justement, pas pareil. Non, c'est la continuité. Et on n'a pas le droit de donner ce qu'on ne possède pas. Même une femme qui ne toucherait pas 1 centime d'euro, elle n'a pas le droit de donner ce qui est un sujet et non pas un objet, un enfant. Bien, mais la GPA n'est pas le sujet de la discussion à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y aura la marchandisation le processus de marchandisation. Je pense qu'on a déjà une pénurie de gamètes. Il va y avoir évidemment une multiplication par 2 ou par 3, chacun le reconnaît. Qu'est-ce qui va se passer vraisemblablement? Comme la Belgique, on ira sans doute acheter des gamètes à l'étranger. Ils le font au Danemark. Donc on va là encore écorcher un des grands principes éthiques français, un des grands principes de notre modèle français, c'est-à-dire la gratuité. C'est pas ce que dit le Conseil national d'éthique. Hein. Oui, mais regardez, l'Académie de médecine. Oui, mais enfin, il y a combien d'hommes et de femmes à l'Académie de médecine? Expliquez-moi. Non, mais parce que et le président de l'Académie de médecine aussi, qui est proche, Jean-François Mattei, non? Pas proche de la Manif pour tous, non? Écoutez, Jean-François Mattei est un généticien. Mais vous voyez bien. Mais non, mais vous et d'autres, Jean Bourdin, vous prenez des avis quand il vous arrange et quand il y a des avis. Je ne défends pas particulièrement Bruno Retailleau. Vous dites, il y a 69 médecins qui appartiennent à l'Académie de médecine. C'est pas n'importe qui votent contre 11 et vous dites, mais c'est des vieux où ils sont proches. Vous les disqualifiez. Vous les disqualifiez parce que leur avis ne vous convient pas. Eh bien, moi, je dis que leur avis est important. Et je pense qu'au-delà des certitudes, parce que leur avis? Leur avis est de dire que c'est pas sans conséquence de priver délibérément un enfant d'un père. Ils n'affirment pas. Ils disent je attention, pense, ça et pour pourrait avoir être, dans mon entourage et pour connaître dans mon entourage ce genre de questions, je sais que ça vous tient toute une vie, voyez. Ces questions de l'origine et ces questions du manque d'une figure paternelle. Ça vous tient toute une vie, Jean-Jacques Bourdin. Un enfant né de PMA pourra, à 18 ans, s'il le souhaite, si la loi est votée, connaître son origine. Oui, alors là aussi, ce sera. C'est bien ou pas? Enfreint. C'est bien ou pas? Un deuxième principe, c'est l'anonymat. Moi, je suis pour, parce que je pense que connaître ses origines, c'est bien. Mais croyez-vous simplement que connaître son origine à 18 ans, alors qu'on est déjà construit, ça soit suffisant? Croyez-moi, je ne le pense pas. Et je le dis par expérience. Bien, Bruno Retailleau, j'ai une autre question à vous poser, parce que c'est l'actualité aussi. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon avait traité des policiers de barbares. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? J'ai entendu. Et alors? Vous savez, je l'ai connu parce qu'il était sénateur. Oui, bah justement. Et j'aimais l'écouter parce que c'était un grand républicain, mais là je trouve que le trotskiste prend le pas sur le républicain. Parce que traiter de barbare la police de la République, c'est franchir un cap, une ligne rouge, je crois. Nos policiers, nos gendarmes nous protègent. Ils nous protègent contre les violences. Nous sommes un État de droit. Nous sommes une démocratie. Et ils sont cet outil de la démocratie. Et traiter de barbares les policiers ou les gendarmes, c'est atteindre un principe à la fois républicain
et démocratique. Je le crois sincèrement. Je le dis d'ailleurs avec une forme de regret, parce que je pense qu'au fond de lui, je pense qu'il a une autre idée de la République. Il est emporté par sa fureur. Peut-être. Je pense que, encore une fois, les racines trotskistes ont été plus fortes que les racines républicaines. Bruno Retailleau, LR, la présidence, vous ne prenez pas position. Vous avez suivi peut-être Xavier Bertrand qui dit, sous certaines conditions, je serai candidat à la présidence de la République en 2022. Oui, et vous c'est son droit. Sous certaines conditions? Pourquoi pas? Écoutez, moi pourquoi je porte... pas? Non. Sous certaines conditions. Moi, comment dire, oui, j'ai une ligne. Oui. J'y suis fidèle et j'ai des convictions. Oui. Ou moi je constate qu'il y aura un candidat qui portera mes convictions et je l'aiderai. Si je constate qu'aucun des candidats qui pourraient venir de la droite et qui pourraient se présenter ne porte ces conditions, alors j'aurais à me poser cette question, qui est une question grave évidemment. Oui, mais vous la poserez. Bien sûr, je me la poserai. Merci Bruno Retailleau d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54.